Si vous avez 50 ans et que vous laissez votre argent là où il est aujourd'hui, il y a une probabilité énorme que vous ayez à la retraite 2 à 3 fois moins que ce que vous pourriez avoir. Pas parce que vous avez fait une grosse erreur, parce que vous avez fait des petites erreurs successives, les mêmes que 95% des quinquagénaires que je vois passer dans mon cabinet. Je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, et ces petites erreurs, je les connais par cœur. Un livret A trop rempli, des assurances vie qui coûtent plus que ce qu'elles rapportent, un compte courant trop rempli, des biens locatifs qui immobilisent un capital énorme pour un rendement bien plus faible que ce qu'on pense et aucune vraie stratégie de transmission. Et face à ça, le réflexe est presque toujours le même, ne rien changer, continuer ce qui a été fait jusqu'à présent, ne plus prendre aucun risque. Et c'est exactement ce qui mène droit dans le mur. Si vous avez 50 ans aujourd'hui, dans cette vidéo, on va repartir de zéro. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà investi, si vous souhaitez sécuriser, faire fructifier et transmettre votre argent, je vais vous montrer le plan exact qui peut transformer votre argent qui dort aujourd'hui en plusieurs centaines d'euros de revenus complémentaires chaque mois, une fois à la retraite. Et à la fin de la vidéo, nous ferons plusieurs projections réalistes ensemble. À 50 ans, beaucoup de personnes pensent qu'il est déjà trop tard pour investir. C'est probablement la pire erreur que vous puissiez commettre. Parce que en réalité, 50 ans, c'est l'âge où tout s'aligne. Vous avez plus de moyens que jamais, même modestes. Vos capacités d'épargne aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles que vous aviez à vos 20 ans. Vous avez encore du temps, souvent une quinzaine d'années avant la retraite, et vous sous-estimez sûrement l'impact que ces dernières années peuvent justement avoir. Pour vous le prouver, imaginez que vous laissiez 10 000 euros sur un livret A pendant 14 ans à 1,5% d'intérêt par an. C'est le taux actuel. Ces 10 000 euros deviennent 12 317 euros. Pourtant, ces mêmes 10 000 euros investis avec une performance moyenne de 6% par an vous amènent à plus de 22 609 euros au bout de ces 14 ans. C'est presque le double et surtout, ce n'est pas du tout un scénario irréaliste. Vous allez voir ensuite pourquoi. À 50 ans, vous avez donc 3 missions essentielles. D'abord, consolider et nettoyer ce que vous avez construit. Alors derrière ce mot nettoyer, il y a des actions très précises à mettre en place. Je vous montrerai tout ça en détail dans la partie suivante. Ensuite, préparez concrètement votre retraite. Et là, souvent, c'est plus facile qu'avant parce que vous avez des dépenses qui commencent à disparaître, comme le crédit de la maison, comme des enfants qui deviennent de plus en plus indépendants financièrement, donc qui fait aussi des charges en moins pour vous. Et donc, une capacité d'épargne qui peut augmenter, surtout avec des revenus qui peuvent être beaucoup plus élevés qu'au début de votre vie active. Là, le piège, évidemment, c'est de ne pas diriger une partie de cette capacité d'épargne, à minima 20 à 30% chaque mois, vers des actifs, vers des placements qui vont vraiment travailler pour vous. Et enfin, il va falloir commencer à organiser votre transmission. Alors, vous êtes encore jeune, évidemment, mais la transmission, c'est vraiment une question d'anticipation et il y a des choses à prévoir dès maintenant parce que vous verrez qu'il y a des niches fiscales avec des dates limites, entre guillemets. Il y a des choses à activer dès qu'on peut et comme ça, on va pouvoir les réactiver 15 ans plus tard, etc. Donc, on va en parler, mais c'est primordial d'être au courant de tout ça et de, si possible, commencer à préparer cette transmission. Et en fait, c'est justement là que la plupart des personnes passent à côté. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Sophie et Marc, 2 clients que j'ai accompagnés. Ils ont 50 ans, 2 enfants majeurs, 50 000 euros d'épargne, 2 biens immobiliers, 3 contrats d'assurance vie. Sur le papier, tout va à peu près bien. Et pourtant, quand on a regardé leur situation en détail, on a découvert qu'ils étaient en train de perdre, sans le savoir, l'équivalent d'une voiture neuve chaque année. Donc, à 50 ans, vous êtes beaucoup à vous dire, finalement, après 25 ans, à courir, à travailler, à tout donner. Il y a une petite voix qui commence à se faire entendre. Est-ce que tout ce qu'on a construit suffira vraiment pour la retraite? Donc, c'est justement ce qu'on va voir maintenant. En regardant de plus près la situation de Sophie et Marc, il s'avère que, elle était loin d'être optimale. Et leur cas n'a rien d'exceptionnel. C'est vraiment typique. À 50 ans, le problème n'est presque jamais une grosse erreur. C'est l'accumulation de petites erreurs qui, mises bout à bout, coûtent très cher. Pour éviter tout ça, il y a une étape essentielle que beaucoup oublient à 50 ans, c'est de, avant même réfléchir à où investir son argent, il faut d'abord faire l'état des lieux de ce que vous avez aujourd'hui. Et peu importe votre profil, que vous ayez déjà investi ou jamais, il y a toujours des choses à corriger. Alors le premier piège, c'est le « je gère déjà ». Un livret A bien rempli, des assurances vie ouvertes il y a 10 ou 15 ans chez votre banquier, mais derrière, il y a des frais cachés, des fonds médiocres qui sous-performent chaque année. Un PEL en plan épargne logement oublié, un PER d'entreprise, mais qu'on ne comprend pas vraiment. Tout ça, c'est rassurant en apparence, mais en réalité, c'est souvent un gouffre silencieux
et personne ne vous appellera pour vous le dire parce que ces contrats qui dorment profitent à votre banque qui se fait pendant ce temps de l'argent sur votre dos. Alors, on a déjà vu la différence entre laisser son argent dormir sur un livret A et le faire travailler. Maintenant, appliquez cette logique à l'échelle de tout votre patrimoine. Ce sont plus quelques milliers d'euros en jeu, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de différence sur 14 ans. Chez Sophie et Marc, on a trouvé un deuxième piège, l'immobilier. Ils ont deux biens, un en résidence principale et un mis en location. Dans leur tête, leur bien locatif, c'est un actif solide. Mais la vraie question que tout le monde doit se poser quand on a un bien immobilier, est-ce que c'est vraiment un actif performant? Et il faut faire les calculs. Et le calcul est très simple et vous pouvez faire exactement le même chez vous. Étape 1, le rendement brut. Vous prenez les loyers annuels et vous les divisez par la valeur actuelle du bien. Dans le cas de Sophie et Marc, le bien était estimé à 100 000 euros, les loyers actuels autour de 5 750 euros et donc ça représente 5,7% de rendement brut. Ça semble correct, mais c'est pas ça qui compte. Parce que étape 2, il faut calculer le rendement net, net, net. Il y a 3 nets et c'est ça le vrai sujet. C'est ce qu'il reste réellement. Le premier net, vous le savez souvent, évidemment qu'il faut enlever tout ce qui concerne les charges, les travaux, les vacances locatives, les charges de copropriété, etc., etc. Donc tout ce qui rentre directement en charge dans vos loyers, ça il faut donc l'enlever des loyers. Ensuite, on a le deuxième net, il faut enlever évidemment la fiscalité, donc la fiscalité annuelle sur vos revenus immobiliers. Et ça, déjà, une fois qu'on a enlevé les charges, une fois qu'on a enlevé la fiscalité, on a un rendement net qui est souvent bien plus faible que le rendement brut qu'on a vu. Mais j'ai envie de dire qu'il y a un rendement net. Et le troisième net, c'est la charge de travail que vous avez eue. La quantité d'énergie, de temps que vous avez passé à gérer tout ça, à gérer la énième fuite d'eau, à gérer encore une rotation de locataires, à gérer tout le temps quelque chose, des appels intempestifs, de voisins, enfin voilà, toutes les petites emmerdes en fait du quotidien d'un bien locatif. Ça pèse parce que c'est du temps que vous n'allouez pas ailleurs. Et ce temps-là, normalement, il faudrait le mesurer. On ne va pas le mesurer ici, mais c'est juste pour vous faire comprendre que dans tout investissement, il y a toujours un arbitrage entre aussi la performance et à quel point ce placement est passif pour vous. Alors, pour Marc et Sophie, pour le premier net, donc sur les 5 750 euros, il leur restait en fait que 3 470 euros. Il faut ensuite donc prendre en compte les impôts et dans beaucoup de cas, en location nue notamment, les loyers sont imposés donc à la tranche marginale d'imposition et aux prélèvements sociaux. Et donc ça peut faire très mal, jusqu'à plus de 60% de fiscalité sur vos revenus. Et donc au bout du compte, pour Sophie et Marc, il leur reste à peine 1 832 euros par an, soit 152 euros par mois. Donc en réalité, leur rendement tombe à 1,8% net. Autant qu'un simple livret A. Il faut comprendre que Sophie et Marc ici immobilisent 100 000 euros pour gagner un peu plus de 150 euros par mois à peu près. Et ça, c'est dans un scénario raisonnable. Puisque, comme je vous le disais, il faudrait aussi compter les imprévus, les impayés, les gros travaux, le temps passé à gérer le bien, l'appel du locataire le dimanche soir, le stress, etc. Et donc finalement, Sophie et Marc, ils se sont demandé, est-ce que ce bien mérite autant de temps, d'énergie et finalement méritent leur capital? Est-ce qu'ils ne devraient pas plutôt arbitrer ce bien, le vendre, pour acheter quelque chose de bien plus productif? C'est l'un des premiers réflexes qu'on applique chez S'Investir Conseil en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Quand un client vient nous voir, on regarde leur bien locatif, on fait ce calcul de rendement net et dans plus de la moitié des cas, le client découvre que son bien lui rapporte bien moins que ce qu'il pensait. Alors évidemment, attention, je ne dis pas que l'immobilier locatif est un mauvais investissement en soi. Je dis juste qu'à 50 ans, il doit prouver qu'il mérite sa place dans votre patrimoine. Si le bien est bien géré, qu'il répond à vos objectifs, qu'il dépasse par exemple les 5% net, alors il y a pas forcément de raison de s'en séparer. Mais par contre, si vous voyez que votre bien ne rapporte pas tant que ça, presque comme un livret A, et qu'en plus vous passez beaucoup de temps et d'énergie, il y a des façons de l'optimiser vraiment différemment, notamment en arbitrant via de la pierre papier, donc de l'immobilier passif. On en reparlera dans la suite de cette vidéo. Et également, il y a toujours matière à optimiser un bien immobilier, notamment dans sa détention, par exemple via une SCI ou via des montages en démembrement. Voilà, il y a des outils, très nombreux outils qui peuvent être intéressants, notamment pour la transmission de patrimoine. Donc, c'est un sujet complexe. Si vous ne maîtrisez pas tout et si c'est votre souhait, je vous invite vraiment à vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine. Et ce conseiller en gestion de patrimoine pourra aussi vous conseiller sur comment arbitrer au mieux si votre bien devient une corvée et s'il n'est pas rentable, et donc pour réallouer sur des supports beaucoup plus efficaces. Et croyez-moi, c'est souvent l'une des décisions les plus libératrices qu'on puisse prendre à cet âge. D'ailleurs,
À 50 ans, c'est souvent un petit peu la dernière décennie où il est encore possible d'emprunter dans de bonnes conditions sans que le coût de l'assurance emprunteur ne devienne trop pénalisant. Et donc, si vous n'avez pas d'immobilier ou si vous voulez aller encore plus loin, sachez que l'immobilier peut encore être une arme à condition d'être utilisé intelligemment. Mais avant d'en parler, il y a un troisième piège, beaucoup plus discret et souvent totalement sous-estimé, le piège fiscal. En fait, les enfants de Sophie et Marc grandissent, ils quittent le foyer et avec eux, ils perdent des parts fiscales. Ils passent de 3 parts à 2 parts fiscales. Résultat, leur imposition augmente sans que leur revenu ait vraiment changé. Et c'est souvent à ce moment-là qu'ils vont basculer d'une TMI de 11% à 30%, voire plus. Alors dans ce cas de figure, un outil devient particulièrement intéressant, c'est le PER, le plan d'épargne retraite. Pourquoi ? Parce qu'à ces niveaux d'imposition, chaque euro versé vient directement réduire leur impôt. L'idée est donc de pouvoir investir en économisant des impôts. Concrètement, si Sophie et Marc sont imposés à 30% et qu'ils versent 10 000 euros sur un PER, ils réduisent directement leur impôt de 3 000 euros. Et c'est pas tout, le PER ne sert pas seulement à préparer la retraite, il peut aussi faciliter la transmission de votre capital. En cas de décès avant vos 70 ans, chaque bénéficiaire peut recevoir jusqu'à 152 500 euros sans avoir à payer d'impôts grâce à l'abattement. Ça illustre parfaitement le vrai changement à 50 ans. On cherche plus seulement à gagner, on cherche à ne pas perdre ce qu'on a construit. Parce que vous le savez, donc à ce stade, chaque année compte double pour préparer sa retraite. Alors maintenant, passons au concret. À quoi ressemble vraiment un portefeuille adapté à 50 ans, que vous partiez de zéro ou que vous ayez déjà investi? Sophie et Marc ont 50 000 euros de patrimoine financier qui dorment sur des livrets et des vieilles assurances-vie mal optimisées d'une banque traditionnelle. Ils ont 2 biens immobiliers, leur crédit lié à leur résidence principale vient de se terminer, une partie de leur capacité d'épargne va servir à améliorer leur quotidien et 500 euros par mois vont être investis. Sophie et Marc ont 2 objectifs clairs, faire croître leur capital et commencer à préparer des revenus complémentaires pour la retraite. Et une précision importante avant d'aller plus loin, vous vous dites peut-être, moi je n'ai pas 50 000 euros à placer, ou moi je ne suis pas en couple, ou moi je ne ressens pas à Sophie et Marc. Aucun problème. Tout ce qu'on va voir s'applique exactement de la même façon que vous ayez 10 000, 50 000 ou 200 000 euros, que vous soyez seul, en couple ou divorcé. L'essentiel, c'est de comprendre les enveloppes et la logique qu'on va mettre en place parce que les mécanismes restent les mêmes. Alors, leur profil de risque est équilibré. Donc, ils ne cherchent pas à prendre des risques très importants. Ils cherchent à avoir une certaine sécurité. Toutefois, ils veulent avoir une certaine valorisation et prise de valeur dans le temps de leur patrimoine. Attention également à bien respecter votre propre profil de risque. Parce qu'on ne le dit pas souvent, mais plus vous vous approchez de la retraite, plus une grosse perte devient très difficile à rattraper. À 20 ans, votre force, c'était le temps très long. Si un crack fait chuter votre portefeuille de 40%, c'est presque pas un problème. Vous aviez 30, 40, 50 ans devant vous. À 50 ans, c'est quand même autre chose. Vous n'avez pas forcément le temps d'attendre que le marché se rétablisse. Et à cet âge, l'objectif n'est pas de maximiser la performance à tout prix. Vous allez sinon prendre beaucoup trop de risques et ça pourrait être fatal. L'idée, c'est plutôt d'avoir une stratégie que vous êtes capable de garder, même quand votre portefeuille est en baisse, et de répondre à vos objectifs de revenus complémentaires, de notamment pouvoir bien dormir la nuit, de transmission, etc. Alors concrètement, à quoi ça pourrait ressembler pour Sophie et Marc aujourd'hui? On va l'optimiser le plus possible et on va diversifier autour de 5 piliers. Premier pilier, garder de l'argent disponible immédiatement en cas d'imprévu. Un changement de voiture, des problèmes de santé, des travaux dans la maison. Vous le savez, c'est la fameuse épargne de précaution. Sophie et Marc vont garder 10 000 euros chacun sur des livrets. Donc livret A, LDDS ou LEP, livret d'épargne populaire pour les profils qui y sont éligibles. Évidemment, ce montant, c'est le leur. Pour vous, ça peut être plus ou moins selon vos charges, votre niveau de confort, votre risque quant à une perte de revenus éventuelle, mais gardez en tête que la règle générale, c'est de viser l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes à garder très liquides dans, par exemple, un livret A. Une fois cette base sécurisée, pour Marc et Sophie, il leur reste 30 000 euros à faire travailler. Et le réflexe à ce stade, c'est souvent de remplir encore plus ses livrets ou de remplir un PEL. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'au-delà de l'épargne de précaution, chaque euro qui dort sur un simple livret perd en moyenne de la valeur chaque année à cause de l'inflation. On passe ensuite au deuxième pilier, donc les actifs de stabilité avec le fonds euro. C'est un support sécurisé proposé dans les assurances vie qui vise encore à protéger votre capital, mais tout en générant un rendement
plus important, qui reste modéré, mais un très bon fonds euro aujourd'hui peut rapporter 2 à 3 fois plus qu'un livret A. Alors pourquoi rajouter de l'argent dans du fonds euro en plus des livrets? Parce qu'à 50 ans, on commence à avoir besoin d'une poche quand même plus large que la simple épargne de précaution. Une poche pour les projets à 3 ou 5 ans, des travaux un peu plus lourds, un voyage qu'on se promet depuis longtemps, un coup de pouce aux enfants, etc. Attention à bien choisir votre fonds euro dans une très bonne assurance vie, pas dans l'assurance vie traditionnelle de la banque en bas de chez vous, sous peine de voir un fonds euro très peu performant. Sophie et Marc y allouent, eux, 4 000 euros. Alors pour l'instant, il n'y a rien dans leur portefeuille qui va vraiment faire fructifier leur patrimoine dans le temps. Donc c'est maintenant que tout se joue, parce que le prochain pilier représente à lui seul la moitié de leur allocation. C'est aussi celui où la plupart des quinquagénaires font l'erreur qui coûte le plus cher sur les 15 ans à venir. Alors troisième pilier, les actifs de croissance, grâce notamment à un outil qui a révolutionné la finance, les ETF. Alors si vous ne connaissez pas les ETF, j'ai créé un guide complet sur les ETF qui explique tout en détail. Donc je vous mets la vidéo ici, vous pourrez aller la voir juste après si vous ne connaissez pas les ETF. Donc c'est le pilier le plus important du portefeuille et pourtant, à 50 ans, beaucoup pensent qu'il faut réduire fortement son allocation en bourse. Alors, c'est une erreur. Vous avez encore 10 à 15 ans devant vous. C'est largement suffisant pour laisser le marché travailler. La bourse, bien que volatile à court terme, c'est un des placements qui récompense le plus la patience sur le long terme. Donc, l'idée à 50 ans n'est plus de tester la bourse, mais de miser sur cette stratégie diversifiée, performante, long terme. C'est justement ce que permettent les ETF. Donc, Sophie et Marc vont allouer 20 000 euros sur des ETF bien choisis. Ils vont pouvoir, par exemple, mettre 75% sur un ETF monde, soit 15 000 euros. Avec cet ETF, ils possèdent l'économie mondiale en un clic, plus de 1300 entreprises à travers 23 pays développés, des géants comme Nvidia, Microsoft, Amazon, jusqu'aux grandes marques européennes. Si un secteur ou un pays ralentit, les autres prennent le relais. Mais cet ETF est surpondéré aux États-Unis, alors pour rééquilibrer et capter la croissance des économies émergentes comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou la Corée du Sud, on peut ajouter 25% sur un ETF émergent, soit 5 000 euros. En tout, donc 23 pays émergents répartis aux 4 coins du monde et à forte croissance économique. Ils investissent donc dans des entreprises internationales comme Samsung, Xiaomi, TSMC, mais aussi dans près de 1200 entreprises. Maintenant, ce troisième pilier est en place, mais il y a un problème. Si Sophie et Marc s'arrêtent là, leur portefeuille dépend presque entièrement des marchés boursiers. Et à 50 ans, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut un actif qui génère des revenus réguliers indépendamment de la bourse. Et c'est là que leur décision la plus audacieuse entre en jeu. Donc vous vous souvenez de leur bien locatif, celui qui rapportait 1,8% net par an. Eh bien, ils l'ont vendu. Et c'est ce qui nous amène au quatrième pilier, les actifs de rendement grâce à l'immobilier. Avec les 100 000 euros récupérés de la vente, Sophie et Marc ont une certitude, ils veulent garder une exposition à la pierre. C'est un actif qu'ils connaissent, qu'ils aiment, qui leur parle. Ce qu'ils ne veulent plus par contre, c'est gérer des locataires et immobiliser tout ce capital pour très peu d'argent. Alors, ils ne vont pas racheter un autre appartement. Aujourd'hui, ils vont utiliser une autre façon de faire, beaucoup plus simple. Ils achètent en fait des parts d'un portefeuille immobilier déjà construit, déjà diversifié et entièrement géré par des professionnels. Ça s'appelle des SCPI, donc Sociétés Civiles de Placement Immobilier. C'est un placement qui permet d'investir dans de l'immobilier professionnel, des bureaux, des commerces, des logements, de la logistique, des salles de sport, des cliniques, etc. Et surtout, ils ne vont pas investir uniquement en France. Ils vont investir un peu partout en Europe, parfois même aux États-Unis ou au Canada, et en déléguant 100% de la gestion. Ils s'occupent de rien, pas de locataires à gérer, pas de travaux, pas de charge mentale. Autre avantage, pas besoin d'une grosse somme pour démarrer. Quelques centaines d'euros suffisent pour commencer à investir en SCPI. Et certaines SCPI ont versé des rendements très élevés. L'an dernier, l'une d'entre elles, WimoOne, a délivré 15,27% de performance. C'est énorme. Attention évidemment, ce sont des performances passées, exceptionnelles, qui ne disent rien des performances futures. Mais elles montrent qu'avec une bonne sélection, on peut viser largement mieux que la moyenne. D'ailleurs, la performance moyenne des SCPI sur 40 ans, d'après l'IEIF, a été de l'ordre de 7,9% par an. Donc 7,9% par an, c'est vraiment pas négligeable. Et les SCPI sont d'ailleurs un actif de rendement. Donc elles permettent de recevoir des revenus complémentaires potentiels chaque mois ou chaque trimestre sous forme de loyer. Alors à 50 ans, ce qu'on peut faire, et ce que Sophie et Marc ont fait, c'est qu'ils ne veulent pas toucher des revenus tout de suite. Ils n'en ont pas besoin aujourd'hui parce qu'ils ont des revenus du travail. Ce qu'ils veulent, c'est préparer plutôt des revenus pour demain, ceux à la retraite. Et c'est là que, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on peut mettre en place une stratégie
très intéressante, acheter des SCPI en nue propriété. Alors le principe il est simple, Sophie et Marc investissent 100 000 euros sur des SCPI en nue propriété et la nue propriété va durer 15 ans. 15 ans, c'est leur horizon de retraite. Donc pendant les 15 premières années, ils ne touchent aucun loyer. Et en ne touchant aucun loyer, aucun revenu, donc aucune fiscalité. Mais en échange, ils paient leur part de SCPI bien moins cher, puisque du coup, ils acceptent de ne pas toucher de loyer pendant ces 15 années. Donc, ils achètent avec une décote, donc avec une réduction ici de 40%. Autrement dit, ils ne paient que 60% de la valeur des parts en pleine propriété des SCPI. Donc, ils ont acheté pour 100 000 euros quelque chose qui, en fait, coûte 166 000 euros à terme. Et donc, 15 ans plus tard, ils ont 65 ans, le démembrement se termine automatiquement, ils récupèrent la pleine propriété de leur part et commencent donc à percevoir des loyers potentiels. Et là, vous vous dites peut-être, mais passer de 100 000 à 166 000 euros, ça ne devrait pas être taxé? Eh bien non, parce qu'aux yeux de la loi, ce n'est pas une nouvelle opération, c'est simplement la fin prévue du mécanisme qu'ils avaient signé dès le départ. Aucun impôt, aucun droit à payer. Sophie et Marc ont donc en portefeuille quelque chose qui vaut 166 000 euros si le prix de la SCPI n'a pas bougé et vont donc percevoir des loyers sur ces 166 000 euros. Donc si la SCPI distribue autour de 5% par an, les loyers s'élèvent alors à 8 333 euros par an, soit 694 euros par mois. Donc 694 euros par mois qui tombent quand ils en ont vraiment besoin à la retraite. Alors souvenez-vous, ils touchaient à peu près 150 euros par mois avec les revenus de leurs biens locatifs, mais c'était stressant et chronophage. Ici, donc 694 euros potentiels par mois, net aussi d'impôts, et sans avoir rien à gérer, puisque c'est géré par la société de gestion. Alors, je passe sous silence la fiscalité des SCPI, mais sachez qu'elle peut être très largement optimisée et bien plus clémente que l'immobilier classique. La différence donc peut être vraiment considérable et on peut vraiment aller chercher une fiscalité très faible là-dessus. Donc retenez finalement que Sophie et Marc se disent on ne veut pas de revenus aujourd'hui, on achète quelque chose avec 40% de réduction et dans 15 ans, on aura beaucoup plus de revenus à terme. Alors si vous n'avez pas le même apport que Sophie et Marc, si vous n'avez pas ces 100 000 euros, vous pouvez aussi tout à fait acheter des parts de SCPI à crédit, donc en profitant de l'effet de levier bancaire. Évidemment, attention, toutes les SCPI ne se prêtent pas à ce montage et toutes les banques ne pratiquent pas le prêt pour des SCPI. Et toutes les banques ne sont pas compétitives d'ailleurs sur ce créneau. Donc c'est exactement le type de stratégie que nous mettons en place pour nos clients dans notre cabinet S'Investir Conseil. Grâce à notre architecture ouverte, on peut sélectionner les meilleurs SCPI du marché aux tarifs les plus compétitifs puisque on peut même vous rendre un cashback jusqu'à 3% de votre investissement. Donc l'objectif est simple, vous mettre à disposition notre équipe d'experts qui pilote et optimise votre patrimoine à votre place et sur la durée. Et évidemment, on propose aussi l'achat de SCPI à crédit. Alors, si vous voulez vous faire accompagner, vous trouverez le lien vers S'Investir Conseil en description. Alors, il nous reste maintenant un dernier pilier, plus petit, mais stratégique, parce que jusqu'ici, tout le portefeuille repose donc sur, vous l'avez vu, deux grands moteurs, la bourse et l'immobilier. Ce cinquième et dernier pilier, on va l'appeler actif de diversification. Donc, Sophie et Marc vont y allouer 6 000 euros. Donc, ça va être des placements qui ne bougent pas au même rythme que la bourse, que les marchés financiers, et même que l'immobilier. Ils vont justement permettre de lisser les variations et d'apporter encore plus de diversification et finalement de stabilité à l'ensemble. Alors, ils vont répartir leurs 6 000 euros sur 4 classes d'actifs à hauteur de 1 500 euros chacune. D'abord, on a les obligations. Donc, ce sont des prêts que vous faites à des États ou à des grandes entreprises en échange d'intérêts versés régulièrement. Donc, vous jouez finalement le rôle de la banque. C'est l'une des classes d'actifs les plus anciennes, les plus utilisées au monde. Et ce sont parfois des actifs refuge lorsque notamment les actions chutent. Donc ça peut être un amortisseur, surtout si on détient les obligations jusqu'à échéance. Deuxième actif, la dette privée. Donc ici, le principe, c'est de prêter à des PME françaises et européennes non cotées en dehors du circuit bancaire. On ne va pas forcément se tourner vers le marché de la dette privée américain qui est plutôt en train de vaciller actuellement. Donc l'idée ici, c'est d'aller chercher des rendements autour de 6 à 8% par an en essayant de prendre un risque assez mesuré. Alors attention vraiment à bien vous informer avant, c'est typiquement le type de placement actuellement où il vaut mieux être accompagné pour sélectionner les bons fonds. Troisième actif de diversification qu'on peut ajouter ici, ce sont les infrastructures. C'est un univers largement sous-utilisé par les particuliers, c'est peu connu encore, c'est en train de
assez émergé, c'est très connu par les professionnels et le monde institutionnel. En fait, ça permet d'investir dans des infrastructures, donc des projets très concrets, donc ça peut être des parcs éoliens, des réseaux électriques, des aéroports, des lignes ferroviaires, des ponts, etc. L'idée, donc, c'est d'avoir aussi des revenus réguliers potentiels et historiquement très peu corrélés au marché financier. Et c'est ce qui rend vraiment cette classe d'actifs unique parce que finalement, elle est adossée à des activités économiques tangibles. Par exemple, en investissant sur un parc éolien, on investit sur la rentabilité et la production électrique de ce parc éolien. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter un parc éolien entier. Ces infrastructures sont accessibles via ce qu'on appelle des fonds spécialisés et on peut en trouver dans des très bonnes assurances-vie à partir en général de 1 000 euros. Enfin, dernier actif de diversification, on peut ajouter du private equity. Donc là, l'idée, c'est de devenir actionnaire d'entreprises non cotées en bourse. C'était un univers qui était réservé vraiment aux grandes fortunes il y a encore quelques années, mais qui aujourd'hui devient accessible à partir aussi de 1 000 euros en assurance vie. Historiquement, cette classe d'actifs a généré des performances moyennes autour de 12,4% par an. Un potentiel donc supérieur au marché action, mais avec un risque et une durée de blocage plus élevée, souvent de l'ordre de 10 ans. Alors c'est pour ça que Sophie et Marc en mettent une part mesurée. Donc tous ces actifs de diversification, finalement, pour Sophie et Marc, vont se loger au sein d'un même contrat d'assurance vie. Donc, ça va être très simple finalement à gérer, mais pour autant, ça va apporter vraiment une couche de diversification bien supérieure. Et encore une fois, je me répète, mais vraiment sélectionner les meilleures assurances vie, c'est très important. On a fait des comparatifs complets d'ailleurs des meilleures assurances vie. Alors, le portefeuille de Sophie et Marc est maintenant complet. Donc, chaque euro des 50 000 euros qui dormaient a trouvé sa place, avec une logique claire derrière chaque ligne. Et on a les 100 000 euros du bien immobilier qui ont été investis en SCPI démembrés. Sophie et Marc ont aussi donc 500 euros à investir tous les mois, qui vont répartir aussi donc sur ce portefeuille et qui vont même pouvoir automatiser, donc pouvoir y investir sans y penser. Donc ça, c'est vraiment la force de l'investissement et de tous ces investissements qui sont finalement passifs. Donc vous construisez votre portefeuille une fois intelligemment et ensuite tout ça, ça tourne tout seul. Alors ici, le portefeuille pour Sophie et Marc, c'est plutôt un portefeuille accessible, hein. Mais si vous avez une bonne expérience des marchés, une tolérance au risque plus élevée, on pourrait aller plus loin. On pourrait ajouter par exemple du smart beta sur les ETF. On pourrait ajouter des poches small caps. Pour des profils qui ont plus d'argent, on pourrait ajouter des fonds de private equity avec appel de fonds de qualité institutionnelle qui pourraient être de meilleure qualité. On pourrait aussi réfléchir à une assurance vie luxembourgeoise, etc. Donc il y a vraiment plein de choses. Mais ici, j'essaie de rester accessible à tous. Attention non plus à pas créer un portefeuille beaucoup trop complexe et à pas surfer non plus sur des classes d'actifs qui n'ont pas fait leurs preuves, à des classes d'actifs exotiques, à vouloir absolument, par exemple, investir dans l'art ou dans du vin alors qu'on n'y connaît rien. Ça, vraiment, je vous déconseille de faire ça. Alors, attention aussi, si vous avez déjà investi, si vous avez déjà des placements existants, l'idée n'est pas forcément de tout liquider. L'idée est d'analyser chaque placement indépendamment et de voir si c'est vraiment pertinent de le garder. Et des fois, ça nous fait mal au cœur de devoir liquider une assurance vie ou un placement peu performant. Mais pourtant, sachez que même si il y a de la friction fiscale, eh bien sur la durée, vous allez être largement gagnant de passer sur des placements beaucoup plus optimisés que de se traîner des placements un petit peu boulés. Vraiment essayer de ne pas avoir d'attachement, hein, sur votre assurance vie de votre banquier que peut-être vous adorez, mais s'il vous prend des frais astronomiques, essayez vraiment de vous en détacher et de liquider peu à peu cette assurance vie. Alors maintenant, eh bien, qu'est-ce que ça donne concrètement comme résultat en appliquant tous ces principes et en créant ce portefeuille? Imaginez pour Sophie et Marc deux chemins très différents. Deux chemins qui divergent parce que à 50 ans, aujourd'hui, ils prennent des décisions radicalement différentes. Premier chemin qu'on va appeler le chemin A, ça va être le statu quo. Donc Sophie et Marc ne changent rien. Ils se disent, on a le temps, on verra plus tard, on gère déjà bien notre argent, et donc leurs 50 000 euros continuent de dormir sur des simples livrets et des vieilles assurances vie qui ne performent pas. Leur bien locatif continue de rapporter à peine 1,8% net, et leur capacité d'épargne qui se libère notamment grâce à la fin du crédit reste finalement sur leur compte courant. Eh bien, à 64 ans, au moment où ils sont à la retraite, leur patrimoine financier tourne autour de 174 000 euros. C'est déjà pas mal, on arrive à un patrimoine qui n'est pas mauvais sur le papier. Mais vous allez voir qu'ils viennent de passer à côté d'un énorme manque à gagner. Puisque chemin B, ils mettent en place ce plan. Donc maintenant, c'est la deuxième version. Sophie et Marc appliquent
exactement ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo. Et là, c'est une autre histoire. Bien sûr, personne ne peut prédire exactement ce que feront les marchés dans 15 ans. Donc, on va regarder 3 scénarios. Donc, scénario pessimiste. Les placements faits par Marc et Sophie sont moins généreux que la moyenne historique. Les SCPI distribuent moins que prévu, les ETF traversent plusieurs crises, etc. Dans ce cas, à 64 ans, leur patrimoine financier atteint 274 000 euros. Donc c'est quand même 100 000 euros de plus que le chemin A. Alors 274 000 euros, pour avoir une idée de combien ça pourrait faire en revenus complémentaires, on peut appliquer la règle des 3%. Alors on parle souvent de la règle des 4%. Nous, ici, on va prendre 3% pour être vraiment plus conservateur. Et c'est un petit peu une référence de ce qu'on pourrait se verser à peu près, hein. Évidemment, ce n'est pas garanti, mais ce qu'on pourrait se verser tout au long du restant de sa vie sans que son patrimoine ne s'épuise. Donc, en appliquant la règle des 3%, ça leur donne environ 685 euros par mois de revenus complémentaires potentiels, en plus donc de leur retraite. Donc ça, c'était le scénario pessimiste. Maintenant, le scénario qu'on va appeler cible. Donc là, c'est lorsque les marchés délivrent à peu près la performance historique. C'est le scénario un petit peu le plus probable. Dans ce cas, leur patrimoine atteint 391 489 euros à 64 ans, soit 978 euros de revenus complémentaires potentiels. Enfin, scénario optimiste, les marchés sont particulièrement porteurs sur la période et dans ce cas, leur patrimoine atteint 508 935 euros, soit 1272 euros par mois de revenus complémentaires potentiels. Alors vous voyez clairement la différence entre ces différentes trajectoires, juste parce que finalement, à 50 ans, ils ont pris une série de bonnes décisions. Donc c'est ça la vraie puissance d'un plan financier construit à 50 ans. Mais par contre, tout ce que viennent de construire Marc et Sophie pourrait être réduit de moitié en une seule nuit. Alors pas à cause d'un crack, mais à cause des droits de succession. À 50 ans, en fait, il existe une fenêtre pour éviter ça. Elle se referme plus vite que ce qu'on croit. Parce qu'à 50 ans, vous êtes vraiment à un moment clé. Un moment où vous pouvez encore agir pour votre retraite, mais aussi pour vos enfants. À 50 ans, on pense souvent qu'on a encore largement le temps pour préparer sa transmission de patrimoine. Alors qu'en réalité, à cet âge-là, c'est exactement le bon moment pour s'en préoccuper. Alors pourquoi transmettre dès maintenant? Parce que donner de son vivant, c'est garder le contrôle, vous décidez quand, combien et à qui, mais surtout, une grosse partie des sommes va pouvoir être transmise sans impôt. Alors concrètement, je vais vous présenter 2 dispositifs, c'est les plus classiques, mais évidemment, il en existe d'autres. Alors premièrement, c'est le don d'argent. Si vous avez moins de 80 ans et que vos enfants sont majeurs, vous pouvez leur donner jusqu'à 31 865 euros par parent et par enfant sans payer d'impôt, et ce tous les 15 ans. Autrement dit, si vous commencez par exemple à 49 ans, vous pouvez redonner cette somme à 64 ans et redonner encore une fois à 79 ans. Et bonne nouvelle, il est possible de cumuler ce don d'argent avec l'abattement classique des 100 000 euros. Donc vous pouvez donner aussi en plus 100 000 euros tous les 15 ans par parent et par enfant, et ce, peu importe votre âge. On l'a fait récemment là, pour un couple qu'on accompagne au sein du cabinet S'investir Conseil. Donc, c'était un couple qui avait 2 enfants. Chacun des parents a pu donner donc 131 865 euros à chacun des enfants. Donc, résultat, 527 460 euros donnés en tout, transmis donc légalement, sans fiscalité. Et donc ça, renouvelable tous les 15 ans. Deuxième maintenant idée que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle la donation-partage. Un couple qui a un appartement aujourd'hui estimé par exemple à 200 000 euros, plutôt que d'attendre la succession, ils peuvent le transmettre dès maintenant à leurs enfants via une donation-partage en démembrement. Alors, je vous ai peut-être perdu, mais concrètement, vous allez voir, c'est très simple. Ils donnent la nue propriété aux enfants à hauteur de 50% et ils gardent, eux, l'usufruit. Donc pour eux, rien ne change. Ils gardent le contrôle du bien, ils continuent d'habiter dedans ou de le louer. Et pour les enfants, ils sont propriétaires, mais ils ne peuvent pas l'habiter ni encaisser les potentiels loyers tant que leurs parents sont en vie. Et c'est là que la magie fiscale opère. En fait, au moment de la donation, l'administration fige la valeur du bien. Imaginons donc 200 000 euros. Cette valeur est gravée dans l'acte notarié, quoi qu'il arrive au marché immobilier ensuite. Donc si par exemple 15 ans plus tard, l'appartement vaut 300 000 euros, eh bien, sans donation-partage, la succession se serait calculée sur 300 000 euros. Mais avec la donation-partage, elle reste calculée sur les 200 000 euros. Donc on fige la valeur dans le temps. Et donc les 100 000 euros de valeur supplémentaire ici échappent totalement à la fiscalité.
En plus de ça, les parents peuvent donner donc la nue propriété aux enfants avec une décote. C'est exactement ce qu'on a vu dans le cadre de l'achat des SCPI en nue propriété. Si à ce moment-là, les parents ont entre 51 et 60 ans, eh bien la décote qui s'applique est de 50%. Donc le bien qui vaut normalement 200 000, en ne donnant que la nue propriété, donne quelque chose qui vaut 200 000 moins 50%, soit 100 000 euros. Et à ce moment-là, on peut appliquer l'abattement des 100 000 euros, ce qui fait que les parents donnent quelque chose aux enfants, donnent la nue propriété du bien immobilier sans aucune friction fiscale. Et au moment du décès des parents, la pleine propriété revient aux enfants, donc le fait de pouvoir louer le bien, le fait de pouvoir y habiter sans aucune friction fiscale, encore une fois. Et quand on parle de protéger sa famille, il n'y a pas que les enfants. Il y a aussi votre conjoint, votre conjointe. Donc, imaginons un couple, Philippe et Catherine, qui ont une résidence principale, donc une maison estimée à 400 000 euros. Maintenant, imaginons le pire. Donc, imaginons que Philippe décède. Là, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas Catherine qui récupère automatiquement toute la maison, mais une partie qui revient immédiatement aux enfants. Catherine peut ainsi se retrouver propriétaire seulement en partie de sa propre maison. Ça veut dire qu'elle ne peut ni vendre ni prendre des décisions seule et elle devient dépendante de l'accord de ses enfants sur le bien dans lequel elle vit. Alors maintenant, même situation, mais avec ce qu'on appelle une clause de préciput. Philippe et Catherine avaient prévu une chose simple. La résidence principale revient en priorité au conjoint survivant. Résultat, Catherine récupère 100% de la maison, soit 400 000 euros avant le partage et sans aucun droit de succession. Les enfants, eux, héritent ensuite du reste. Et là, tout change. Dans un cas, elle doit négocier avec ses propres enfants. Dans l'autre, elle est chez elle, libre, et c'est la paix des familles. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste une histoire de protéger ses enfants ou transmettre son capital. C'est vraiment protéger sa famille et les relations entre tout le monde, parce qu'on sait vite que ça peut devenir catastrophique quand il y a de l'argent en jeu, malheureusement. Donc, vous l'avez compris, à 50 ans, le grand danger, c'est de ne rien faire. Parce que chaque année où votre patrimoine reste mal optimisé, ce n'est pas juste du temps que vous perdez, c'est aussi des gros problèmes familiaux qui peuvent arriver et surtout beaucoup d'argent laissé sur la table. Et si vous souhaitez aujourd'hui donc optimiser intelligemment votre patrimoine sans y passer tout votre temps et sans être un expert, eh bien la plupart des gens qui ont 100 000 euros ou plus à investir ont deux options. Gérer seul, avec le risque de faire de grosses erreurs ou de passer à côté des meilleures opportunités, ou déléguer à leur banque ou leurs conseillers traditionnels, qui sont pour l'immense majorité limités à leurs propres produits maison, trop souvent médiocres. C'est comme ça que vous voyez des assurances-vie qui n'ont rien rapporté sur les 10 dernières années. Eh bien, S'investir Conseil, on l'a construit pour être la troisième voie. Grâce à l'architecture ouverte, on sélectionne les meilleurs placements solutions du marché, SCPI, ETF, Private Equity, Crédit Lombard, contrat luxembourgeois et j'en passe. L'idée est de vous permettre d'accéder à ce qui se fait le mieux sur le marché aujourd'hui, aux tarifs les plus compétitifs, et de vous mettre à disposition notre équipe d'experts qui pilote, qui optimise votre patrimoine à votre place et sur la durée, et qui alerte sur tous ces sujets de transmission, de protection familiale, etc. Notre accompagnement est sur mesure et est réservé à ceux et celles qui ont 100 000 euros ou plus à investir. Donc si vous souhaitez vous faire accompagner, vous trouverez un lien vers S'investir Conseil en description. J'espère que cette vidéo vous a aidé et si la partie sur les SCPI vous a parlé, j'ai fait une vidéo complète où je vous dévoile les meilleurs SCPI du marché aujourd'hui. Cliquez ici pour la voir maintenant.